bien, bonjour à tous. Merci beaucoup à Cure-Océan pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Donc, je m'appelle Aurélien Guingamp. Je suis économiste de l'environnement au sein de CDC Biodiversité que je vais représenter rapidement. Et je travaille notamment au sein du pôle recherche de CDC Biodiversité sur les sujets tournant autour des mécanismes de financement innovants pour la conservation de manière générale, et donc notamment la compensation, mais pas que. Sur le principe de la compensation à la demande dans un premier temps, histoire de bien faire la différence avec l'offre. Le premier schéma qu'on a sur la gauche, c'est le fait que, au final, tout commence par la décision d'un projet d'aménagement, donc par le maître d'ouvrage, qui va donc déposer un dossier auprès des services instructeurs, et notamment donc une étude d'impact qui va comprendre donc à l'intérieur le dimensionnement de mesures compensatoires. Et cette étude d'impact va donc être validée par les services de l'État. À partir de là, c'est là qu'un opérateur comme CDC Biodiversité entre en jeu. Donc, lorsque l'arrêté est sorti et le besoin de compensation a été prédéfini, nous, sur le principe de la compensation donc à la demande, on va conventionner, contractualiser avec des maîtres d'ouvrage, au cas par cas, pour la mise en œuvre de leurs mesures, suivant les principales étapes de la mise en œuvre, à savoir la recherche foncière, donc la sécurisation foncière, qui est un vrai sujet, donc soit sous la forme d'acquisition par CDC Biodiversité, soit sous la forme de conventionnement avec des propriétaires fonciers, la réalisation des états initiaux, les plans de gestion, définition des plans de gestion, les travaux, et le suivi reporting. Donc on est sur l'ensemble de ces étapes qui, pour certains projets, peuvent donc prendre des durées donc assez longues. Mais ce qui distingue de la compensation par l'offre, c'est le fait que la mise en œuvre effective de la compensation donc, a lieu après la définition du besoin de compensation. Donc ça, c'était notre exemple un peu emblématique de compensation par la demande, pour que ce soit bien clair pour tous, qui est en fait l'autoroute A65, qui est à ce jour la plus grande opération de compensation écologique qui a été mise en œuvre et qui est toujours mise en œuvre, dans la mesure où l'arrêté préfectoral stipulait la restauration de 1372 hectares d'habitat naturel et d'habitat d'espèces à préserver. Donc là, on est plutôt sur forêt, prairies, zones humides principalement, avec des espèces protégées type vison d'Europe, Fadet des Lèches par exemple. Donc un peu loin du milieu marin, mais j'y reviendrai après. Et donc on a des mesures compensatoires qui sont à mettre en œuvre jusqu'en 2066. Donc ça fait une période relativement longue par rapport à la moyenne des mesures compensatoires actuellement. Donc ça, c'était juste à titre illustratif. Sur maintenant la compensation par l'offre, qui est donc l'un des sujets principaux aujourd'hui, le principe est un peu différent. On est sur une première étape qui est l'achat d'un terrain, donc de foncier, dans la plupart des cas, en tout cas la sécurisation d'un terrain, donc par un opérateur de compensation qui a donc un rôle d'investisseur. Donc première étape, un terrain qui présente dans la plupart des cas, en tout cas idéalement, des conditions écologiques dégradées permettant la mise en œuvre d'actions de restauration. Donc ensuite, deuxième étape, la restauration du terrain par l'opérateur. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir cet écosystème le plus restauré possible, permettant de vendre ce qu'on va appeler des unités de compensation à des maîtres d'ouvrage qui se seraient vus imposer des obligations de mise en œuvre de mesures compensatoires, donc par les services de l'État sous leurs propres propositions dans le cadre des études d'impact. Alors, l'opération de clôture de manière un peu plus détaillée. On est sur un site naturel de compensation, parce que c'est bien comme ça maintenant que la loi l'appelle, de 357 hectares qui se situe dans la plaine de la Crau, au nord de Fos-sur-Mer, qui permet donc à des aménageurs de remplir leurs engagements donc en termes de mesures compensatoires, sous condition, et c'est important, à la fois d'équivalence écologique
et d'éligibilité biogéographique. Donc l'éligibilité biogéographique, donc là pour le coup, elle a été donc actée dans la Convention autour de 25-30 km autour de l'opération, ce qui, de manière plus claire, permet à des projets d'aménagement qui ont des besoins de compensation de venir acheter des unités sur l'opération Caussure dans un périmètre d'environ 30 km. Ensuite, il y a la question de l'équivalence écologique, bien entendu, qui se pose et qui peut donc amener à faire varier à la marge ce périmètre. On est sur une action qui a consisté, et qui consiste encore, parce qu'elle n'est pas finie évidemment, à donc restaurer des habitats d'espèces liés à un écosystème qu'on appelle les Coussouls, donc Coussouls de l'Accro, qui est un écosystème rare et unique, qui est composé de steppes semi-arides. On est un peu loin du milieu marin, mais en tout cas, ça reste bien évidemment un écosystème d'importance. Donc, au niveau des différentes étapes sur Caussure, on a principalement donc, la sécurisation foncière par rachat de cette ancienne exploitation d'arboriculture. Donc, ensuite, la réalisation de l'état initial du site. Les travaux de réhabilitation. On a notamment donc, arraché environ 30 000 arbres. On a nivelé les sols, mis en place un certain nombre de semis. Donc on a aussi recréé de l'activité pastorale, parce que comme je vous disais, on est sur un écosystème qui est basé sur le pastoralisme. Donc on a recréé de l'activité pastorale de manière à faire en sorte de faire revenir ce cortège d'espèces donc de l'habitat Coussoul. Et on est en train, toujours évidemment, de mettre en place une gestion conservatoire, donc jusqu'en 2038, parce qu'on est sur un projet de convention sur 30 ans, donc avec 28 ans de gestion conservatoire. Sur les ratios, donc dans la convention qui nous lie avec l'État, on est sur un principe de 1 hectare restauré et géré sur 30 ans, donc correspond à une unité de compensation. Donc je parlais tout à l'heure de la vente des unités de compensation. C'est dans ce cas-là, le choix qui a été fait, c'est du surfacique pur, donc 1 hectare restauré et géré sur 30 ans. Alors, le sujet qui nous intéresse surtout aujourd'hui, le milieu marin. Donc vous l'aurez compris, à ce stade, à part quelques expériences, notamment aux États-Unis, il n'existe pas en tant que tel de site naturel de compensation ou de compensation par l'offre milieu marin, à ma connaissance. Donc là, je vais me limiter à mettre en avant quelques défis pour l'application de cette compensation par l'offre au milieu marin. Premier défi, c'est, on l'a souligné à plusieurs reprises, c'est le fait qu'on a un niveau de connaissance encore limité au final du fonctionnement des milieux, ce qui nous incite à être d'autant plus modeste sur notre capacité à les restaurer. Deuxième élément important, qui se retrouve sur le terrestre, mais qui est assez prégnant sur le milieu marin, c'est justement cette multiplicité des usages socio-économiques qui sont concentrés sur le littoral, que ce soit pêche, tourisme ou autre type d'activité, combiné à la nécessité d'agir sur notamment les petits fonds côtiers qui constituent les principaux enjeux de biodiversité à ce stade du milieu marin. Et donc tout ça sur des espaces qui sont particulièrement restreints. Donc ça fait quand même écho à notamment ce qui a été évoqué à plusieurs reprises, l'idée que sur certains types de milieux, on ne peut pas faire abstraction des usages et des services écosystémiques qui sont rendus par des écosystèmes. L'approche purement écologique, donc à la fois dans un objectif de non-perte nette, mais aussi pour des questions tout simplement de faisabilité ou d'acceptabilité. Donc cette double approche économique et écologique doit être d'autant plus prégnante pour les milieux marins dans la perspective d'une compensation, qu'elle soit par la demande ou par l'offre par ailleurs. Troisième point, ça a été aussi cité, c'est
des moyens d'action qui aujourd'hui, en matière de restauration écologique, existent, il ne faut pas le dénier, mais sont encore en émergence. On est principalement sur de l'immersion de récifs artificiels de deuxième génération, de mieux en mieux éco-conçus, permettant dans certains cas de reproduire certaines fonctionnalités, mais on est quand même sur un domaine assez émergent. On a transplantation d'herbiers, bouturage de coraux, également des techniques qui existent, mais qui sont dépendantes en grande partie, de notre connaissance, des milieux naturels, et dont les résultats peuvent être assez variables, évidemment, en fonction des lieux d'implantation ou d'action. Et dernier défi qui nous tient, nous, particulièrement à cœur, c'est une échelle d'action qui doit intégrer la dimension terre-mer. Aujourd'hui, les pollutions directes ont quand même largement diminué. Il reste quand même un certain nombre évidemment de problèmes liés à l'assainissement et aux eaux usées, mais on est de plus en plus sur des problèmes de pollution diffuse dont la responsabilité est beaucoup plus difficile à remonter. Donc cette dimension terre-mer, elle a aussi tout un intérêt quand on parle de lutte contre l'érosion. Donc évidemment, des actions qui pourraient être menées à l'échelle d'un bassin versant pourraient, donc in fine, et ont des conséquences directes sur des actions écologiques menées en mer. Enfin, ça, c'est un point assez essentiel. En tout cas, c'est, à notre sens, un des moyens d'action qui paraît le plus faisable à court terme sur un principe de compensation. J'ai envie de conclure sur l'idée que on a beaucoup parlé de compensation. Il y a des défis énormes en matière de meilleure caractérisation et meilleure évaluation des impacts sur les milieux marins. On en a parlé. Mais j'ai envie de dire que dans un contexte où justement, encore une fois, on parle de croissance bleue, on parle d'économie bleue, il y a un vrai sujet sur lequel nous, on avance de plus en plus, qui est le sujet de la reconnaissance de la dépendance de l'économie maritime et des activités économiques à la biodiversité marine. Et ça met en écho le fait que, au final, et c'est ce qu'on voit sur un certain nombre de contextes existants, les mécanismes de financement innovants pour la conservation, en tant que tels, pris de manière individuelle, ne résoudront pas le problème. Par contre, sans forcément le résoudre, elles peuvent faire avancer la question si on va dans une pluralité de mécanismes de financement innovants qui répondraient à plusieurs problématiques. Donc, la problématique du financement, premièrement, et celle de la conciliation entre usage socio-économique et objectif de restauration écologique pure. Donc l'enjeu, c'est de bien séparer les deux, parce qu'on répond à des logiques assez différentes quand on parle de compensation d'un côté ou de paiement pour services environnementaux de l'autre. On est sur des logiques d'action qui sont assez différentes, mais l'idée, c'est d'essayer de les combiner au mieux, donc à l'échelle d'un territoire, de manière à créer des synergies entre les mécanismes. Et je m'arrête là, parce que j'ai déjà dépassé. Merci pour votre attention.